Salut à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que le moral, ça va, parce que franchement, il faut en avoir. Elle a complètement pété un câble, Macron. Sur TikTok, ça marche. Alors, ceux qui veulent me retrouver sur TikTok, parce que je fais des vidéos, parce qu'en fait, j'ai un TikTok, la Gauloise réfractaire, mais ça, c'est pour amener ceux de TikTok ici, sur YouTube. Enfin, ici sur YouTube, parce que du coup, j'ai mis l'adresse YouTube. Après, sinon, bon, il y a Crack Bunker et Odyssée, mais je l'ai pas mis. Et après, vous avez, on va dire, mon perso, qui n'est pas perso. Du coup, maintenant, voilà. Et c'est un des draps. Et en fait, là, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos que je fais sur Marseille. Mes coups de gueule, bien sûr. Ah bah oui, hein, et oh. Et donc ça commence à bien fonctionner, j'ai bientôt 300 followers, je suis super contente. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons faire science. Je voulais vous dire aussi sur du coup TikTok, je vous mettrai le lien là, du mec qui fait les photos, vous savez, de l'espace. Et en fait, là, il vient encore de sortir des prises de vue. Franchement, c'est les prises de vue de, soi-disant, les sondes de... Comment il s'appelait l'autre? C'est ça, Hubble? Et l'autre, James Webb. Eux, ils les prennent de la Terre. Enfin, lui, du coup, il les prend de la Terre. Tu es dans l'espace, enfin, tu es dans le ciel, plutôt. Tu es à 100-200 km. Je pense qu'avec les caméras dernier cri, tu peux avoir les photos de James Webb sans être dans l'univers, en fait. Non, parce que vous savez comment j'ai le souci avec l'univers? Parce que pour moi, l'homme, il peut pas sortir de du dôme. Non, pas du dôme, mais si vous préférez, pour moi, il y a l'espace, enfin, il y a autre chose. Du coup, bon, ils appellent ça l'espace, ok. Il y a l'espace. Et après, vous avez l'atmosphère qui entoure la Terre. Et en fait, ça fait comme un bouclier pour empêcher justement la pression ou, je ne sais rien, le vide, je sais pas ce que c'est, les terres, enfin, on s'en fout, de l'espace. Et donc, je pense que nous, pauvres humains, alors je sais pas à quelle hauteur elle est. Non, mais parce que comme ça, vous savez un peu ce qui se passe dans mon petit cerveau. Et donc, à mon avis, on peut peut-être aller à 500-600 km, mais on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Après, à mon avis, il doit y avoir une espèce comme vous savez, comme nous, l'atmosphère avec l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il paraît qu'en dessous, ils ont trouvé encore, comment on appelle ça, des espèces de lacs. Non, c'est vrai, vous pouvez chercher. Des lacs avec une espèce d'eau saumâtre, saumure, enfin, super salée, quoi. Et en fait, c'est tellement salé qu'elle se mélange pas avec l'eau de mer. Vous voyez, ça fait de l'eau dans de l'eau. Et je pense qu'il y a différentes couches d'eau. On inspire de l'eau, d'accord, puisqu'on a un taux d'humidité dans l'air. Donc on inspire de l'eau, mais c'est pas la même densité, vous voyez, que la mer, l'eau douce ou l'eau qui est en dessous de l'eau de mer. Donc je pense que oui, effectivement, il y a quelque chose après le truc. Je sais que c'est rond, que c'est des boules, machin et tout, puisque le mec prend des vidéos, des photos de Mars, de Neptune, donc c'est rond, c'est bien comme la NASA nous montre, vous voyez ce que je veux dire? Mais pour moi, il y a une couche protectrice qui empêche, puisqu'on a un champ magnétique autour de la Terre. Donc je pense que ce champ magnétique est tellement puissant qu'à un moment donné, on peut pas, vous voyez, on peut pas partir. Et la prochaine fois, je vous parlerai des échelles de planètes en fonction de la distance du Soleil. Et vous verrez qu'on a un gros souci. Après, comme j'ai dit, chacun voit midi à sa porte. Donc j'essaie de comprendre un peu le système en dehors de la doxa scientifique. Le Figaro, oui, mais super intéressant, mais j'aurais dû le mettre dans Brève, parce que bon, du coup, je vais pas m'étaler dessus. La sonde américaine Athéna n'a probablement pas alluni sur la Lune comme espéré. Après être entrée l'an passé dans les annales en devenant la première société privée à se poser sur la Lune, Intuitive Machines précise ce jeudi que l'état de santé de la sonde est encore flou. L'état de santé. Non, c'est rigolo. Non, parce que là, ils vous disent, n'a probablement pas l'uni sur la Lune comme espéré, et finalement, vous vous retrouvez qu'en fait, c'est posé sur le teco. En fait, on sait pas pourquoi elle s'est posée sur le teco. Et ça fait la deuxième fois, la première aussi, hein. Oh, le mec, il s'appelle Steve Altemus, directeur général de l'entreprise texane. Mort de rire, les États, ils y arrivent pas, mais eux, ils vont y arriver. Ouais, bien sûr. Non, parce que Pellegrini a... Elle est repartie dans l'espace, donc du coup... Si l'entreprise et l'agence ont confirmé que cette nouvelle sonde nommée Athéna, non, j'aime bien les noms, s'était posée jeudi sur la surface lunaire autour de 18h30 heure française, le lieu précis de son alunissage et son état opérationnel sont en cours d'évaluation. Eh ouais. Ah voilà, le problème c'est que ça a chuté de 20% sur les marchés. Oui, non, voilà, c'est pas que ils ont pris les gens pour des cons. Future mission humaine. Oh bah oui, parti comme c'est parti. Ah ouais, non, parce que Pellegrini, elle est repartie dans l'espace, et eux, ils se posent sur le teco. Donc, oui, effectivement, les futures missions humaines, elles sont un peu compromises. Surtout que là, j'ai vu que SpaceX, il avait encore explosé. Non, et je te dis, lui, il devrait se lancer dans les feux d'artifice. Je pense que ça serait mieux, tu vois. Ou les incertitudes autour du programme Artemis. Ah mais non, mais c'est fini Artemis, chérie. Non, parce que je vais vous en lire une, et vous allez voir que, en fait, les mecs, ils sont pas au courant que, entre temps, ça a changé. Artemis, ça y est, ils l'ont dit, c'est fini, parce qu'ils vont se poser sur
un endroit où il y a des cratères, fait des séismes, fait bon voilà, parce que du coup elle avait raisonné, fait bon voilà, mais en fait c'est parce que il y a une activité volcanique maintenant sur la Lune, en tout cas sur sa face cachée, et donc du coup là où ils comptaient se poser, ils peuvent pas se poser. Donc du coup ils ont annulé la mission, ils vont la reporter et tout, donc non, t'es pas au courant, le Figaro. Bon voilà, ok. Ensuite, écoutez, on va faire d'abord l'espace, hein, comme ça c'est fait. Eh ben justement, puisqu'on parlait de SpaceX, voilà pourquoi Elon Musk pourrait ne pas envoyer des humains sur Mars à temps. Oh ben oui, eh ben attends, ils ont déjà la voiture. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a envoyé le matos avant, tu vois. Donc non, j'aime bien la photo. Non, j'aime bien la photo, genre comme si ça allait ressembler à ça. Putain, ouais, vachement. Alors qu'Elon Musk ambitionne d'envoyer une mission humaine sur Mars d'ici 4 ans. Pierre Brisson, fondateur et président de la Mars Society Switzerland, explique pourquoi un tel projet est irréaliste dans un délai aussi court. Ah bah oui, non mais ça c'est sûr. Initier une mission habitée vers la planète rouge. Non, déjà on aimerait bien que tu retournes sur la Lune. Tu vois, c'est pas trop loin, 400 000, tu peux le faire. Pourquoi essayer d'aller sur un truc que c'est à des millions de kilomètres en fait? Oui, c'est ça, avant 2030, mais bien sûr. Ah, on va conduire les États-Unis vers Mars. Ah ouais, non, vas-y, allez embrôler. Putain, je te jure, embrôler. Tous. Alors, peut-être pas certains du peuple américain, parce qu'ils y sont pour rien, mais une bonne partie, direct Mars. Ah oui, oui. Bon, ben voilà. Alors, ça, ce serait, voilà, magnifique. Je vais vous la mettre. La fusée qui compte envoyer. Oui, comme si elle allait ressembler à ça. Mais bien sûr. Et voilà, fenêtre de tir. Alors, donc, Pierre Brisson fait remarquer qu'Elon Musk pourrait décider d'envoyer plus d'une fusée vers Mars. Ah ouais, non. Lors de sa fenêtre de tir de janvier 2000... Oh, mais putain, il faut qu'il se bouge, 2027. Ah ouais, non, mais ça serait conforme à la politique de test. Oh, sur ma vie, que s'il dit qu'il a réussi, c'est que c'est du fake, hein, je voulais dire. Un rythme de lancement régulier. Non, là, ils vous prennent pour un con. Ils sont pas capables de retourner sur la Lune et genre, lui, il va aller sur Mars. Non, non, mais je vous dis, vraiment, il y a un problème. On continue. Donc là, on revient sur Terre, parce que j'ai des trucs de fous malades. Géo. Des munitions de guerre ont relâché 3000 kilos d'explosifs toxiques dans la mer Baltique. Manger du poisson, c'est bon. Oh bah oui. Des substances toxiques. C'est pour ça que je vais plus à la mer d'ailleurs. Issues de munitions ont été détectées dans presque tous les échantillons d'eau prélevés par une équipe allemande dans le sud-ouest de la mer Baltique. Les concentrations d'explosifs pourraient à terme dépasser les seuils de dangerosité pour la santé. Mais c'est-à-dire que bon, à la base, tu vois, autant tu peux bouffer de l'aluminium, tu peux bouffer du cambium, mais des explosifs, quand même, assez rares, quand même, tu vois. 300 000 tonnes de munitions non explosées. Ah oui, je crois que je vous l'avais dit une fois qu'ils avaient tout dégagé dans l'océan. Ah mais je sais pas si c'est pas au point Nemo. Reposerait au fond de la partie allemande de la mer Baltique. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait en effet d'une façon banale de se débarrasser des objets encombrants. Oh bah oui, écoute, attends, on a la mer. Non, parce que sur la Terre, il faut creuser des trous et tout, c'est cher. Mais là, tu vas, petit bateau, tu dégages ton truc et tu reviens. Pas comme en Italie qu'ils ont tout enfoui sous les oliviers. Or, si les sites choisis à l'époque pour immerger les munitions sont relativement bien surveillés, grâce notamment à l'usage des robots sous-marins, oui, bien sûr, les composés explosifs, eux, se répandent bien au-delà de ces zones délimitées sur les quatre... Eh ben oui, c'est sûr, c'est de l'eau. Mais enfin, non mais lol. Donc, on a du TNT246 trinitrotoluène. Très beau ça. Dans l'enfant un peu dans la salade, ça a donné un goût merveilleux. Le RDX 135 trinitro-135 triazine, ça aussi. Au four, un régal. Et le DNB 1,3-dinitrobenzène, ça aussi. Merveilleux. Au petit déjeuner dans le café. Franchement, ça donne un petit goût fumé. C'est pas mal. Qui sont libérés dans l'eau de mer lorsque les enveloppes métalliques se corrodent. Ah oui, il fallait le mettre dans du métal. Parce que l'eau de mer ne corrode, je suis trop forte en français, pas le fer. Eh ben écoutez, c'est bien. 800 ans de libération de produits toxiques. Oh bah oui, au total, la quantité de produits chimiques liés aux munitions dissous dans la région est d'environ 3000 kilogrammes, ont-ils calculé. De plus, en l'absence de mesures d'enlèvement, ce processus devrait se poursuivre pendant au moins 800 ans. Eh ben voilà, écoutez, merveilleux.
puisqu'on en était à la mer, on continue sur le sujet. Gazoduc Nord Stream Sud-Ouest, les fuites de méthane après le sabotage de 2022, 2 fois plus importantes que les premières estimations. Non, parce que le méthane, c'est pas un effet de gaz à effet de serre. Les fuites liées au... et vachement plus puissant d'ailleurs, ont représenté environ 465 000 tonnes de méthane, la plus importante quantité d'émissions jamais enregistrée pour ce gaz à effet de serre. Mais non, mais c'est pas du CO2, on s'en fout. Ces conséquences sur l'environnement marin restent toutefois incertaines. Bon, oui, non, alors les poissons, on ne sait pas, mais nous, ça va. Cela représente 0,1 des émissions de méthane anthropique pour 2022. C'est incroyable. Ces fuites ont engendré l'équivalent d'environ 30% des émissions annuelles de méthane anthropique de l'Allemagne. Oh bah oui, mais il faut faire les ZFE. Ils sont sauvés. 14% des eaux de la Baltique présentent encore des concentrations de méthane 5 fois supérieures. Ben oui, c'est sûr. On va avoir des gros poissons. Ah ouais, on va avoir des gros poissons. Eh ben, c'est pas, hein, ma foi. 70 000 à 300 000 tonnes. Premières évaluations. Ah, c'est une grosse fourchette là aussi, hein. Bien plus réchauffant que le CO2, mais à durée de vie plus courte, une dizaine d'années. Oh bon, ça va, une dizaine d'années. Ce gaz à effet de serre est responsable d'environ 30% du réchauffement planétaire mondial depuis la révolution industrielle. Ouais. Non, parce que j'hésite entre la pyramide et l'électricité. Je sais pas. Bon, allez, je suis sur la pyramide. Ça ne fonctionne pas. Bon, on va essayer l'autre. Donc, du coup, on va faire la lumière. Futura. Ils ont réalisé l'impensable de la lumière solide qui s'écoule comme un liquide. Quand les physiciens nous emmènent dans leur monde, il faut parfois... Oula, attendez. Savoir accepter de perdre tous nos repères, c'est une fois de plus le cas aujourd'hui. Une équipe a obtenu pour la première fois une forme de lumière solide, mais qui s'écoule comme un liquide. De la lumière super solide. L'état super solide est un état de la matière assez difficile à poser. Oh, eh ben oui, parce que justement, ça va pas avec le descriptif. Sans doute parce que des effets quantiques, oula, ça va être compliqué, eux aussi un peu au-delà de l'entendement, permettent aux supersolides de se comporter à la fois comme des solides et comme des liquides. Matériaux dont la viscosité est nulle et dont les atomes s'arrangent vraiment tous suivant à une structure cristalline. Et vous savez que le truc de la gravité, pareil qu'en vérité c'est pas la gravité, enfin la gravité c'est du bullshit, et qu'en fait on reste collé à la Terre, en fait c'est parce que c'est électromagnétique. Et donc du coup ça nous permet de rester collé à la Terre. Voilà, c'est tout plein d'art. J'ai vu une vidéo, le mec il disait, voilà, parce que j'en ai été aux atomes, que en fait quand tu touches là, au royaume des atomes, en fait tu touches pas le truc. En fait ça peut pas se toucher. Je te parle à l'infiniment petit atomique. Ça se touche pas. En fait, tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est bizarre que tu sentes que tu touches, puisque tu touches pas. Tu vois, ça aussi, ça servirait à quoi? On le trouve dans les diodes électroluminescentes rouges ou infrarouges, par exemple. Mais il présente des motifs de crêtes étroites intéressantes ici, car ce sont ces crêtes qui ont contraint les déplacements et les énergies que les polaritons, des quasi-particules, créées par interaction de la lumière laser avec un matériau, de manière à ce qu'ils forment un super solide, une grande première. Franchement, c'est quoi? Il y a que eux qui comprennent la phrase, hein, je t'explique. Ah, d'accord. Non, parce que j'aime bien. Une première étape avant de belles découvertes, point d'interrogation, donc bon, il y a un petit truc. Et donc, il te dit de quoi envisager toutes sortes de choses surprenantes, se réjouissent les physiciens. Nous sommes vraiment au début de quelque chose de nouveau. Ouais. Voilà. Donc, on ne sait pas à quoi ça pourrait servir. Non, c'est bien. J'aime bien les articles. Donc, sciencevie.com. Ça ne fonctionne pas. Les archéologues s'envoient après la découverte d'une mystérieuse anomalie souterraine sous les pyramides de Gizeh. Une structure en forme de L découverte près de la pyramide de Khéops. C'est en fouillant dans la zone du cimetière ouest de Gizeh, on put mettre la main sur cette nouvelle structure. Ok, vue du ciel ou même au sol, rien ne laissait présager qu'une quelconque nouvelle découverte pourrait être faite à cet endroit. Cependant, après avoir utilisé une technique de tomographie qui consiste à reconstruire le volume d'un objet à partir de l'extérieur, ainsi qu'un radar pénétrant pour cartographier la zone, ils se sont vite rendus compte que les pyramides de Gizeh avaient encore beaucoup de choses à nous apprendre. En effet, après les analyses, les archéologues ont découvert à peine 2 mètres sous la surface une structure en forme de L de 15 mètres. Ça fait que sauter. De long sur 10 mètres de large. Dans une étude publiée le 5 mai 2024, dans la revue Archaeological Prospection, les archéologues responsables de cette découverte, non, j'ai
j'en peux plus, ça fait que sauter. Mené par Motoyuki Sato, on conclut une chose intéressante. En effet, d'après leur conclusion, cette structure en forme de L, découverte à côté du cimetière royal de la Grande Pyramide, a été remplie avec du sable. Elle a donc été remblayée une fois que sa construction s'est achevée. Mais ça ne s'arrête pas là. En effet, sous le sol qui a vu les pyramides de Gizeh être construites il y a près de 4500 ans, a été découverte une deuxième structure plus profonde cette fois. D'après les chercheurs, elle ferait 10 mètres de côté et entre 3,5 mètres et 10 mètres de profondeur. Je sais pas pourquoi, ils ont tout construit en sous-sol. Quoi, avant de creuser tout ça, il y a des 10 mètres de profondeur, c'est énorme 10 mètres. Tout avec des boules de pierre, hein, je veux dire, bon. 4500 ans après leur construction, les pyramides de Gizeh ont encore des choses à nous apprendre. Une entrée vers une structure souterraine bien plus grande et bien plus profonde que celle-ci, comme le laisse penser la conclusion de l'étude. Nous pensons que la continuité entre la structure peu profonde et la grande structure profonde est importante. Les résultats de la prospection ne nous permettent pas de déterminer le matériau à l'origine de l'anomalie, mais il pourrait s'agir d'une grande structure archéologique souterraine. Le seul moyen d'en avoir le cœur net sera, quoi qu'il arrive, d'organiser de nouvelles fouilles archéologiques dans la région. Ouais, mais ils vont pas te l'autoriser. Non, parce qu'ils veulent pas qu'on sache. Moi, je vous dis, ils veulent pas qu'on sache. Vous savez que je suis complophile, moi. Bon, ben voilà, j'ai terminé. Et on passe au brève. Science et vie. Les plantes perdent leur appétit pour le dioxyde de carbone en raison des effets du réchauffement climatique. Ouais, non, parce que les plantes, elles étaient pas là avant nous, en fait. Et donc, elles ont pas subi des glaciations, elles ont pas subi des réchauffements, elles ont pas subi, ouais, non. Donc, c'est la faute des plantes si ça sort pas, en fait. Hein, voilà, avec votre CO2 de colle. Ben, c'est-à-dire que si tes plantes, elles seraient en bonne santé, mon chéri, tu vois, peut-être elles absorberaient, en fait. Donc, peut-être c'est tes plantes qui sont toutes pourries, en fait. Trop bah oui, elles ont trop de CO2. Elles s'en sortent plus, elles sont noyées de CO2. Trop, c'est trop, même pour les plantes. Non, c'est pas rigolo, vous prennent vraiment pour des cons. Vous voyez comme ils sont contradictoires. Au-delà de participer au réchauffement de la planète, donc, ils disent la hausse du niveau de dioxyde de carbone a permis aux plantes et aux arbres de se développer encore plus d'après les scientifiques. C'est-à-dire, ils se développent plus, mais du coup, ils respirent moins. Eh ouais. Mais franchement, réfléchis. Comment tu veux que la Terre, par exemple, la quantité d'oxygène, dioxyde de carbone, on s'en fout, méthane et tout, elles sont toujours pareilles. Tu peux pas avoir une ligne comme ça. La Terre, c'est pas comme ça, c'est comme toi, il y a des moments où tu es plus fatigué, des moments où tu es moins fatigué, des moments où tu as fait, des moments où tu as pas fait. Ben, la Terre, c'est pareil. Il y a des moments où elle fait plus d'oxygène, et puis des moments où elle fait plus de dioxyde de carbone, et puis des moments où elle fait plus de glace, et puis des moments où elle est un peu plus humide, et puis un moment... C'est comme ça. Non, les mecs, il faut que ça reste comme ça, parce que genre, c'est eux qui contrôlent la Terre. Tu as vu? Tu contrôles rien, en fait. La Terre est comme ça. En 3 secondes, tu disparais, en fait. Alors, celui-là, magnifique, parce que ça prouve bien ce que je vous ai dit la dernière fois, que peut-être c'est pas l'eau qui monte. Bon, voilà, elle monte pas, si elle monte d'un côté, elle monte de l'autre. Mais oui, parce que j'en ai une, elle est rigolote aussi sur l'eau. Mais par contre, c'est peut-être la Terre qui s'enfonce. Affaissement des sols, une cartographie de la NASA inquiète la Californie. Science Post. Une équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a dévoilé une carte assez inquiétante pour la Californie. En effet, les terres situées le long des côtes s'affaissent et se soulèvent par endroits. Un phénomène qui n'a aucun rapport avec la fonte des glaciers et des calottes glaciaires ou encore le gonflement des océans sous l'effet de la chaleur. Non, ici une blague. Mais l'été, mon chéri, non, alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, non, mais tu comprends rien. Non, moi, je comprends qu'un truc, c'est que, par exemple, la Méditerranée, tu vois, l'hiver, elle est à 15 degrés. L'été, elle est à, allez, je vais déjà dire 25 degrés. Donc, ça fait 10 degrés de différence. De l'eau, pas atmosphérique, de l'eau. Et c'est pas pour ça qu'elle gonfle, l'eau. Tu vois, c'est pas pour ça que d'un coup, il y a plus de pointe rouge. Tu as vu, c'est pas pour ça que d'un coup, il y a plus de Prado. Tu vois, c'est pas pour ça, non. Donc, votre gonflement à cause du réchauffement de l'eau, mais non, mais on est mort de rire. Non, mais mort de rire. On continue. Des zones d'affaissement et de soulèvement dans toute la Californie. Pour rappel, l'affaissement des sols est un problème global qui concerne aujourd'hui pas moins d'un 5e de la population mondiale. Magnifique cet article. De nombreuses villes situées dans diverses régions sont concernées, notamment Bangkok, Téhéran, Venise ou encore la Nouvelle-Orléans, selon des estimations de 2021. Ah ouais, non, 2025. Le phénomène devrait concerner environ 635 millions de personnes d'ici 2040. Eh ouais. Donc en fait, ils sont en train de t'expliquer que ça s'enfonce, mais que du coup, à cause du réchauffement climatique et de la chaleur de 0,5 de plus de l'océan, il gonfle. Et donc du coup,
c'est pas l'affaissement qui provoque la montée de l'eau, mais bien le réchauffement climatique. Non, c'est magnifique. Le document présente les zones d'affaissement en bleu et de soulèvement en rouge des sols de l'État. Or, le niveau de la mer du niveau du littoral californien devrait augmenter de 15 à 37 cm. Ben oui. Le gonflement de l'océan sous l'effet de la chaleur. Non, celle-là, non, vraiment, celle-là, c'est vraiment pour les abrutis congénitaux. Non, vraiment. Non, parce que j'aime bien parce qu'ils l'ont mis en gras. Là. Le gonflement de la mer. Pour que les gens, tu as vu le gonflement, oh putain, l'eau elle gonfle. Alors, dans la région de la baie de San Francisco, les terres s'affaissent à un rythme régulier de plus de 10 mm par an, en raison de la compaction des sédiments. Même que tu vas creuser une certaine profondeur, il restera toujours à main. Combien de fois ils ont construit des trucs sur des endroits où ils pouvaient pas construire, en fait. Et ça s'est affaissé et tout, parce que c'était de l'argile, ça a séché, je ne sais rien, fait bon. Et ben voilà, ça a toujours existé, ça. Mobis.fr, les États-Unis découvrent le nouveau matériau qui va remplacer le cuivre dans tous les appareils électroniques au monde. Ah d'accord. Ah eux, ils ont déjà prévu, d'accord. Permettant des économies d'énergie gigantesques. Eux, ils sont déjà sur du monde. Ok. Adieu le cuivre, découvrez le niobium phosphide, le matériau révolutionnaire qui va transformer l'électronique, capable de surpasser le cuivre en conductivité. Ce nouveau matériau pourrait bien changer les règles du jeu. Oh putain, on a le temps, hein. Utilisé en film de quelques atomes d'épaisseur. Comment tu... Là, tu vois, par exemple, là, j'arrive pas à visualiser le truc. Tu vois, un film de quelques atomes d'épaisseur. Tu le prends comment, le truc? S'il a que quelques atomes d'épaisseur. Plus fin que le stylo frais, la vie. Elle veut une comparaison, c'est plus fin que le stylo frais, non, parce que du coup, déjà, essaye de faire fonctionner le truc, tu vois, parce que des fois, il fonctionne pas. Et là, alors, là, j'ai deux super brèves, et à la fin, je vous mettrai une vidéo. Non, celle-là, elle est rigolote. Non, celle-là, elle est rigolote. Le temps, un peu plus de bicarbonate dans l'océan et le réchauffement climatique fera pchit. Une entreprise canadienne a entrepris de déverser une poudre de roche dans l'océan Atlantique. Non, mais imaginez le mec. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas. Tu as essayé déjà le bicarbonate? Ouais, je fais mes toilettes et tout avec Frenchman, c'est super top. Et si on essayait d'en mettre dans l'océan? Ah, c'est pas con, hein. Je pense que là, du coup, on a changé tout le système océanique en place. Ouais, non, mais le mec, il est un peu au casque, en fait. Il croit qu'en déversant, je sais pas, 3 tonnes de bicarbonate, ça va modifier tous les courants océaniques de la planète. Non, mais morte de rire. Ouest France. Pour disperser la pollution de l'air dans sa capitale, ce pays pulvérise de l'eau glacée par avion. Bangkok, capitale de la Thaïlande, est touchée par une forte pollution aux particules fines. Ah bah oui, comme ça tombe direct sur la terre et dans l'eau. Ah bah oui, écoute. Alors autant ils vont pas mourir d'un cancer des poumons, tu vois, voilà, ni d'asthme, d'allergie, mais autant ils vont boire et manger des particules fines. Non, c'est bien. Bah là, au moins, ça rentre direct dans le sang. Et au moins, comme ça, on est sûr qu'ils se loupent pas. Ah ouais, non, on est sûr qu'ils... Non, vraiment, ils ont des idées, une méthode unique. Ah ouais, non, mais on se doute pourquoi. Ah ouais, non, on se doute pourquoi. Ben, j'ai fini brève, et on va passer à la vidéo finale. Donc, vidéo finale, je vous ai mis ça parce que j'ai trouvé que ça faisait super peur. Et vous savez à quoi ça me faisait penser? Vous savez, à l'époque du coco, on disait que dans les injections, dans le produit, il y avait du graphène. Et en fait, il disait que le graphène, ça réagit aux trucs, aux aimants et les trucs comme ça, et qu'on peut le téléguider à distance, on va dire. Bon, façon de parler. Et en fait, là, ça m'a rappelé ça. Ça m'a rappelé, je me suis dit, imagine les mecs, Paris Système, d'ondes, je ne sais rien, ils te tondisent, t'as toute ta merde là, dans ton sang, il part direct dans le cerveau, ou dans le cœur, ou je ne sais rien. Non, vraiment, ça fait peur. Donc je vous laisse visionner la vidéo et on se retrouve après. Ces robots sont inspirés des fourmis et ont été développés par des scientifiques sud-coréens. Chaque micro-robot mesure 600 micromètres de hauteur et interagit avec les autres en utilisant des champs magnétiques. L'essaim de micro-robots a réussi à déboucher des tubes ressemblant à des vaisseaux sanguins obstrués. Cette technologie pourrait potentiellement être utilisée pour éliminer les plaques des vaisseaux sanguins et dans le cadre de traitements médicaux. Les robots ont aussi transporté un morceau de métal indium pour activer ou couper un circuit électrique, allumant et éteignant une lumière avec précision. En coordonnant leurs mouvements, ils ont franchi des obstacles, illustrant leur capacité à collaborer efficacement sur des tâches complexes. Grâce à la force centrifuge, l'essaim a réussi à se propulser par-dessus des barrières. Un groupe de 200 micro-robots a même séparé du métal liquide dense en plus petits fragments en 5 secondes avant de les réunir pour former une sphère lisse, témoignant de leur contrôle et précision impressionnants. Dans une autre démonstration, l'essaim a utilisé des mouvements orbitaux à 2,5 Hz pour guider une fourmi en contrôlant ses déplacements sans lui nuire. En ajustant l'intensité du champ magnétique, ces micro-robots peuvent s'assembler en essaims structurés ou se désassembler pour accomplir diverses tâches comme le transport de matériaux ou la navigation dans des environnements complexes. Et pour plus de vidéos sur le sujet, abonnez-vous à Omniscience.
Bon ben voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme quoi sur TikTok, on ne regarde pas que de la merde, vous voyez, il y a des trucs super intéressants. Donc prochaine vidéo France. D'ici ma prochaine vidéo, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.